tout ce qu'il fallait. Il reste juste un dernier point, je pense, qui est sur les lèvres de tout le monde. C'est qu'est-ce qu'on fait de ce vaccin? Bon, Tu nous relances dans une vraie grosse discussion. Hein. On a parlé de la Sommairement, prudence. Moi, j'ai parlé de la phronésis et de la liberté. Je pense que c'est 2 points clés. Voilà. Moi, je pense que, moi, mon avis sur la question, c'est que ceux qui veulent se faire vacciner, écoutez, maintenant, il y a suffisamment d'éléments pour qu'ils soient informés. Après, c'est une liberté. Les gens, s'ils veulent se faire vacciner, eh bien, se font vacciner. C'est aussi la liberté de le faire. Moi, si vous voulez, c'est ce que j'avais dit l'autre fois de manière importante sur un plateau. J'avais dit, écoutez, moi, j'ai hurlé quand on a commencé, mais j'ai hurlé, hein, quand on a commencé à dire le consentement, on s'en fout, comme des mecs, des médecins vous disent, non, mais le consentement, arrêtez de nous emmerder avec le consentement. Non, ah bah non. Le consentement, ça ne s'extirpe pas, ça se reçoit, ça se recueille. Et le CCNE, donc le Comité consultatif national d'éthique, a insisté sur le consentement, hein, beaucoup. Et donc, si vous voulez, je crois qu'à un moment aussi, après, les gens sont libres. C'est comme la chloroquine. Hein. Moi, je dis, la chloroquine, c'est un débat qui est. Moi, à chaque fois, on m'a demandé sur Twitter, qu'est-ce que vous faites pour la chloroquine? Vous en prenez, vous, si vous êtes malade? Je dis d'abord, ça ne concerne que moi. Et ensuite, moi, j'ai un médecin, c'est à lui que je m'adresse. Même si depuis, effectivement, je peux ouvrir, à mon avis, je pense que là, je peux ouvrir une pharmacie avec le nombre de boîtes de chloroquine que j'ai reçues, en fait. Parce que moi, mes clients m'envoient de la chloroquine, ils m'envoient les kits anti-Covid. Donc, j'ai plein de pharmaciens qui m'envoient des boîtes d'azithromycine, des boîtes de chloroquine, du gel. Mais j'en ai, je pense que je peux ouvrir une pharmacie, là. Je lui passe un message, je dis, arrêtez de m'envoyer des trucs. Mais c'est pareil, le vaccin, pour moi, ceux qui le font doivent avoir conscience de ce qu'il en est. Ouais, je rebondis là-dessus. Tu nous demandes qu'est-ce qu'on fait pour le vaccin. Je pense que les dimensions de compréhension sont multiples. Des gens qui ont leur famille en EHPAD, en fait, c'est extrêmement difficile. Ils sont pris avec une espèce de clé de bras dans le dos, où en gros on leur fait comprendre que leur famille sera peut-être mise au banc, aura pas la même vie sociale que ce qu'elle avait avant, des choses comme ça. Nous sommes pris dans le même chantage, dans le même rapt unilatéral du contrat social par cette idée de passeport vaccinal. C'est-à-dire qu'en gros, il s'agit de réécrire le contrat social de manière unilatérale sur des motifs sanitaires. Même si vous avez vu que l'OMS a conscience de ce que, là on va un peu loin quand même avec le passeport vaccinal, et est en train de vous expliquer que bon, voilà. J'espère que tout le monde réagit parce que c'est un vrai gros problème. Hein. Pour moi, il s'agit ni plus ni moins que des Khmers blancs technosanitaires qui sont dans un déferlement néolibéral, mondialiste, transhumaniste. Alors j'ai mis beaucoup de mots à côté, il va falloir que les gens écoutent doucement. Mais en gros, c'est les différentes dimensions d'acception de ce qui est en train de se passer. Et je voudrais en revenir à Nuremberg, en fait, simplement, à ceux qui ont fait des choses à des patients sans leur dire ce qu'ils leur faisaient. Ça s'est mal passé, en fait. Et ça aboutit ensuite, on pourrait raconter l'histoire des sacrifiés d'Alabama, mais ça aboutit au principe de l'éthique médicale, qui sont la bienfaisance, le code de Nuremberg, en fait. Absolument. L'équité et l'autonomie, quoi. L'autonomie. Vous n'êtes pas des enfants face à Big Pharma, vous n'êtes pas des enfants face à l'État, vous êtes des gens individués qui doivent décider de leur vie. Et il y a autre chose, il y a une autre chose. Toujours sur le plan juridique, on parlait des EHPAD, docteur Fouché. Moi, j'ai été saisi cette semaine de gens qui me disent « Je suis tuteur de mes parents, enfin de ma mère en l'occurrence. Ils ont fait consentir ma mère. 90 ans. Ils ont fait consentir ma mère. Alors qu'elle est sous tutelle. Et bien ça, là, la limite, elle est franchie. C'est totalement illégal. Et juste avant ça, la limite est franchie dans ce que la plupart des formulaires aujourd'hui qui sont censés faire cette information claire, loyale et appropriée, sont les termes qu'on utilise pour l'information aux patients, en fait sont mensongers, simplement mensongers. Les formulaires faits par l'ARS, faits par la SPIL, faits par différentes ne disent pas la réalité de ce que sont les résultats des essais de phase 3 et de l'AMM conditionnel et de ce qu'il y a dans les AMM conditionnels. Je ne me demande même pas d'aller dans les Pfizer Leaks. Hein. Ce qui m'amène à une dernière réflexion. Mon inquiétude à moi, je ne vous le cache pas, hein. Moi je suis avocat de médecin. J'ai fait le choix, je suis enseignant à la fac de médecine, j'ai fait ce choix effectivement bon, voilà, la santé publique est un gros domaine, sur pas mal de crises, mais moi à l'origine je suis avocat de profession de santé. Hein. Et mon but c'est de les protéger contre elles-mêmes. Je passe mon temps à faire ça quand même. Hein. Parce que les professionnels de santé ont cette capacité à se mettre dedans tout seuls en général. Et là c'est ce qu'ils sont en train de faire. Il faut qu'on en ait conscience de ça. Les médecins, il faut qu'ils aient conscience que quand la crise passera, l'État ne sera responsable de rien. Alors l'ordre leur a dit « Ouais, mais les mecs, on vous a négocié une irresponsabilité. » Non.
Non, 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 non. D'abord, le décret n'est pas paru, premièrement. Deuxièmement, on parle d'une irresponsabilité prévue par l'ONIAM sur le plan civil, pour ne pas avoir dit quels étaient les effets secondaires. Ça ne vaut pas pour la responsabilité pénale, et ça ne vaut pas plus pour la responsabilité disciplinaire. Et croyez-moi, que si ça se passe mal sur le plan du vaccin, si ça se passe mal, s'il se passe n'importe quoi, si on commence à s'asseoir sur les consentements et que les familles s'énervent, qu'elles vont voir des avocats, eh ben, je vais avoir du boulot, moi, derrière, parce que c'est chez moi qu'ils vont venir. Et pour leur sauver la mise, ça ne va pas être facile. Parce que concrètement, l'information, le consentement, si vous croyez que les conseils de l'ordre, qui aujourd'hui les poussent à vacciner, demain c'est, je vous rappelle quand même un élément, l'action disciplinaire, elle est imprescriptible. Imprescriptible. Donc, si vous pensez que dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, l'ordre se souviendra qu'il les a poussés à vacciner, bah alors là, c'est que vous ne les connaissez pas. Ouais, et puis il va y avoir des déflagrations en chaîne, parce que les gens ne le savent pas, mais moi je reçois peut-être 6 ou 7 mails par jour, en fait, pour m'expliquer qu'il faut que je me vaccine, qu'il faut que je vaccine les gens, qu'il faut que j'obtienne le consentement, on n'explique pas qu'il faut que je laisse les gens libres de choisir, que j'essaye d'éclairer leur choix, etc. Non, il faut que je lutte contre la réticence vaccinale. Il y a vraiment une propagande, en fait, qui accourt, qui vient. Je reçois des mails de la Direction générale de la santé, je reçois des mails de l'ARS, je reçois des mails de l'Ordre des médecins, je reçois des mails du Conseil départemental de l'Ordre des médecins. Je vous cite plus par jour de propagande, de massue, sans compter ce que m'envoie l'hôpital, c'est-à-dire des pop-up sur mon intranet pour me dire, et vous imaginez pas le niveau de violence aujourd'hui auquel sont soumis les médecins pour les pousser à cette vaccination. Et vous imaginez que l'ordre est allé quand même faire une déclaration dans laquelle il dit, assez ambigu, donc je vais leur demander des précisions, que les médecins qui ne sont pas favorables à la vaccination commettent une faute disciplinaire. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, pas favorable à la vaccination. Qui ne vaccinent pas, qui ne sont pas vaccinés, qui font usage de liberté, qui y pensent. Je ne sais pas ce que ça veut dire, en fait, moi. Je veux dire, mais non, le médecin n'est jamais obligé de vacciner. Jamais. Il n'est jamais obligé d'accomplir un acte, de prescrire un acte. Il décide en conscience voilà, je veux dire, et ce qui est clair, si vous voulez, il y a deux écueils à ne pas franchir. Le médecin ne doit pas se départir de sa liberté, parce que le jour où il le fera, on l'a lu, le paradoxe de l'histoire, c'est qu'il y a une formule, en fait, qu'il faut retenir. Un chef de service dit ça: les patients se vengent toujours des services qu'on leur rend. Et on pourrait le transposer ici à dire: l'ordre se venge toujours des services qu'on lui rend. Pour les patients, je ne sais pas, mais l'ordre, c'est une vérité absolue. Moi, j'ai des situations dans lesquelles des mecs, des médecins chez moi, ont demandé au Conseil de l'ordre s'ils avaient le droit de faire certains trucs. Les mecs ont répondu oui. Le mec l'a fait, il s'est retrouvé poursuivi par le même ordre, qui a dit non, mais avec cette phrase. Alors chez nous, c'est pareil. Je me suis dit, bon, moi j'ai eu le cas, mais effectivement, qui dit non, mais attendez, mais ma parole, c'était pas. Vous êtes libre. Vous n'avez pas à vous départager. Vous n'êtes pas sous mon influence. Je vous ai donné mon avis, mais c'était que mon avis. Donc le mec respecte ce que l'ordre lui dit, et il se fait poursuivre parce qu'il a respecté ce que l'ordre lui disait. Et donc, deuxième élément, la liberté aussi du médecin, la liberté des familles et des patients. Le patient n'a pas à subir la pression de qui que ce soit, et encore moins de son médecin. Et encore moins de son médecin. C'est vraiment important de dire ça. C'est-à-dire qu'il a le droit de questionner son médecin. Il a le droit, les patients qui nous écoutent ont le droit. C'est pas et si le médecin refuse de répondre à ces questions-là qu'on est en train d'évoquer ce soir, mais quelle est l'efficacité, comment elle est prouvée, comment tout ça. Si le médecin vous dit non, mais bon, eh ben changez de médecin. C'est quelque chose qui est arrivé en plus dans l'histoire de la médecine récente et qui a fait date, qui est le VIH en fait, et les patients VIH. C'est-à-dire que les médecins connaissaient moins de choses que leurs patients. Aujourd'hui, vous avez de très nombreux médecins, comme je vous l'ai dit, prolétarisés, qui savent moins de choses sur ce vaccin, sur le Covid-19, que les patients eux-mêmes. Parce que l'information suinte de partout aujourd'hui. Si vous voulez savoir, vous pouvez savoir. Et on a considéré que c'était une très bonne chose que finalement les patients fassent progresser le savoir, fassent progresser la pratique dans le champ du VIH. Pourquoi ce serait différent dans ce champ-là, en fait, dans le champ du Covid-19, en termes de traitement, en termes de vaccination? Ça fait 10 ans qu'on nous parle de démocratie sanitaire. Ça nous fait 10 ans qu'on parle de
commissions de patients au sein des hôpitaux pour faire avancer la pratique. On parle de faire des patients traceurs, c'est-à-dire de regarder l'histoire des patients pour essayer de progresser plutôt que de regarder toujours du côté du médecin ou des autorités de santé. Mais en fait, tout ça, c'est une imposture. Si aujourd'hui, on impose de manière unilatérale des consentements et qu'on arrache des consentements sur des notices d'information qui sont fausses, au motif de quoi? Au motif de la peur et au motif de la panique et de la précipitation. J'ai jamais pris une décision dans votre vie dans la peur et la précipitation qui soit bonne. Et je me permets de vous rappeler quand même un truc. La Cour de cassation vous a dit un truc sur l'obligation d'information qui n'est pas totalement inutile. Hein. Il y a 10 ans maintenant, à peu près, 13 ans, elle a changé sa jurisprudence. Jusqu'ici, quand un médecin n'informait pas son patient, pour la question du préjudice, on se demandait si le patient avait réellement subi un préjudice. C'est-à-dire que, est-ce que s'il avait été informé, sa décision aurait été différente. Et la Cour de cassation vient de nous le dire, plus maintenant. Le manquement à l'obligation d'information constitue en tout état de cause une faute et en tout état de cause le patient a un préjudice. Et elle le relie à quoi? Et c'est au médecin d'en faire la preuve en plus. Et elle le relie à quoi? Écoutez bien, à l'article 16 du Code civil sur la dignité humaine. C'est-à-dire qu'elle considère que l'information du patient, quand il n'a pas été informé, on n'a pas à se poser la question de savoir s'il aurait ou il n'aurait pas fait quoi que ce soit. Le simple fait de ne pas informer occasionne un préjudice qui porte atteinte à un droit qu'on qualifie de la personnalité, en fait, du patient. Voilà. Alors, je réagis à ça. Faites signer à vos médecins des engagements sur l'honneur contre les effets secondaires. Moi, je ne suis pas favorable à ça. Moi, j'y suis pas favorable. Je veux dire, on n'est pas là dans un rapport pour effectivement, où vous voulez vous faire vacciner et vous vous faites vacciner, en ayant conscience des risques que vous prenez, et vous pouvez choisir de les prendre. Hein. C'est la vie faite de risques après. Hein. Ou effectivement, vous ne voulez pas, mais on n'a pas à faire porter la responsabilité de ses choix sur effectivement son médecin. C'est pas comme ça que ça se passe. Si le médecin informe, le médecin il a une obligation d'information. S'il vous informe de ce qu'il est, de ce qu'il en est, de tout ce qu'on a dit là, ok. S'il vous informe et que vous choisissez de vous faire vacciner, eh ben c'est vous qui faites le choix. S'il ne vous informe pas, ben c'est à vous de lui demander de vous informer. Mais moi, j'aime pas ces relations un peu piégeantes entre le médecin et le patient. On est dans un climat de confiance. Et moi, je ne crois pas, là, si vous voulez, à la théorie du médecin mauvais, super vaccinateur, à la solde des labos, qui va venir vous piquer de force parce qu'il reçoit un chèque. C'est pas comme ça que ça se passe. Qu'il y ait des intérêts financiers, on est d'accord. Mais le médecin de base, sur le médecin de bout de chaîne, lui, c'est un type, comme le disait le docteur Fouché, qui est presque victime d'un système, quelque part. Et moi, je ne suis pas favorable à venir, alors c'est parce que je suis avocat soignant, mais je ne suis pas favorable à venir rajouter de la violence dans la violence. Une relation patient-médecin est une relation qui doit se faire dans la discussion. S'il y a une violence qui s'exerce de la part du médecin, il faut la refuser, mais s'il y a une violence qui s'exerce de la part du patient, il faut aussi la refuser. Parce qu'on en est là pour le moment, dans pas d'obligation vaccinale, ou en tout cas une obligation vaccinale larvée, voilà, qui est en gestation sur cette histoire de passeport vaccinal. Mais c'est vrai que le niveau de violence peut monter d'un cran très sérieusement en cas d'obligation. Et je crois que oui. C'est pour ça qu'il faut militer pour qu'il n'y ait pas d'obligation, pas de passeport vaccinal. Mais tant qu'elle n'est pas là, à ça. Autre chose, effectivement, il y a des enjeux financiers. Les médecins touchent 9 € par vaccination et 5 € pour la saisie dans la base de données qui va bien. C'est vrai. Et donc, effectivement, vous avez une prime incitative à la vaccination. Mais je pense pas qu'effectivement, je suis d'accord avec Maître Aliviso, personne ne vous vaccinera de force. Mais la question se pose pour les enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on va mettre en route une obligation vaccinale pour les enfants, là, effectivement, je pense que le niveau de violence va aussi monter d'un cran très sérieusement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je ne crois pas à l'obligation vaccinale. C'est-à-dire que, d'abord, je ne pense pas que le Conseil constitutionnel la laisserait passer parce que ces décisions sont ambiguës. Et sur un truc comme ça, je pense qu'ils n'iraient pas trop s'y frotter parce que c'est un peu… voilà. Non, l'enjeu, il n'est pas maintenant. En fait, si ça ne se fait pas là, en fait, c'est les 6 prochains mois qui vont être décisifs. C'est-à-dire que là, on voit bien que l'obligation vaccinale, elle est matériellement pas possible parce qu'on n'a pas les doses, de toute façon. On est suffisamment mauvais jusque-là pour que ça nous serve. Et on n'a pas les doses. Donc, on verra. Tant qu'on n'a pas les doses, on n'a pas ce problème-là. L'enjeu, c'est l'année prochaine. Est-ce que si on a une reprise épidémique en octobre l'année prochaine, parce que bon, il va se passer ce qui doit se passer. C'est-à-dire qu'on va avoir le même phénomène. Là, bon, on a quelques trucs qui émergent un peu,
Mais tout ça, c'est un petit peu, enfin, vous savez mieux que moi, mais on est sur une période épidémique normale finalement, et qui va effectivement, comme la dernière fois, avec le printemps, avec l'ouverture, avec les gens qui sortent, tout ça va s'estomper. On verra ce qui se passera l'année prochaine. Et on a un an là pour le jouer, quoi. On a un an pour le jouer. Donc d'ici l'année prochaine, je pense qu'il ne va rien se passer. Mais je pense qu'il y a un truc fondamental que disait le Dr Fouché. La violence, c'est parce qu'il y a la violence vaccinale. Comment je vais dire ça? Pourquoi c'est important de continuer à informer sur ce qui se passe? Pour pas qu'effectivement on vienne faire passer une obligation vaccinale en douce quelque part. Bien. C'est important de comprendre ce qui se passe et que vous, patients, vous expliquez à vos médecins que concrètement, c'est aussi pour les protéger eux, quoi. Parce que si ce truc-là finit mal, et il y a des chances que ça finisse mal, il faut être honnête, hein. C'est-à-dire que cette vaccination finisse mal, quand on voit ce qui se passe en Israël en ce moment, quand on voit effectivement la Norvège, ce qui se passe, quand on voit l'Allemagne, bon, ça a des chances que ça se finisse pas bien, cette histoire. Eh bien, le premier concerné, ce sera lui. Regardez ce que disait Servier dans l'affaire du Mediator. Moi, j'étais dans l'affaire du Mediator. C'était quoi l'argument de Servier? Et je me suis battu contre ça. Je vous raconte rapidement et après on arrête, mais l'anecdote sur le Servier. Moi, dans ma défense, je défendais les médecins, hein, dans l'affaire du Mediator, c'est moi qui ai pris les devants. En disant, on va attaquer la NSM. Pourquoi on va attaquer la NSM? Parce que je vais considérer que c'est eux qui ne vous ont pas dit que c'était un anorexigène. Or, ils avaient l'obligation de le faire parce que la pharmacovigilance, c'est eux qui doivent le faire. Mais surtout, il faut casser la chaîne vis-à-vis de Servier. Il faut remonter à la NSM. Parce que c'est quoi la défense? Et j'avais eu raison. La défense de Servier, ça a été de dire quoi? Dire attendez. Vous accusez notre produit? Mais pas du tout. C'est pas nous qui l'avons prescrit, le produit. Hein. C'est les médecins qui l'ont prescrit. Vous vous en prenez à nous. Mais en fait, c'est aux médecins qu'il faudrait s'en prendre. D'ailleurs, ils l'ont même prescrit au AMM. Donc, finalement, ils ont encaissé le prix de la consultation. Le système de défense, alors il a été tué dans l'œuf, mais le système de défense de Servier à un moment donné, c'est de faire peser la responsabilité sur les médecins. La défense de la NSM, ça a été clairement de faire peser la responsabilité sur les médecins. Non, mais c'est pas moi. C'est eux qui ont prescrit. Et puis ils l'ont prescrit dans des conditions qui ne sont pas bonnes. Et donc il faut expliquer à vos médecins qui là sont dans une espèce de... Je vais faire une vidéo là-dessus dans quelques jours où je vais vraiment expliquer ça. Expliquer qu'en m'adressant aux soignants, en disant vous ne pourrez pas dire que je ne vous l'ai pas dit quand même. Ça fait 20 ans que je vous accompagne. Moi j'ai intérêt à la fermer et attendre que vous veniez chez moi. Hein. Je veux dire, parce que là, vous allez être dans une merde suffisante pour que je gagne ma vie très largement quand même. Et donc, je veux dire, à un moment, expliquer au médecin qu'à la fin, si vous voulez, le médecin, il est seul au monde. Quoi. C'est la victime expiatoire à la fin de cette violence mimétique. À la fin, c'est lui qui sera sacrifié. Effectivement, je partage votre avis. Dans cette histoire de vaccin, est-ce que, juste, vous pouvez dire un mot sur les contrats qui ont été passés par Pfizer-BioNTech parce que, alors, moi, j'ai demandé les contrats. Vous savez que moi, qui va payer les effets secondaires? Alors, il se passe la chose suivante à l'heure actuelle. La question, elle est moins celle des... Je ne sais pas. Enfin, voilà ce qui se passe actuellement sur le plan du droit. Sur le plan du droit, nous avons actuellement une responsabilité qui semble être celle de l'ONIAM. C'est-à-dire que l'ONIAM semble prendre à sa charge la responsabilité, donc l'indemnisation des préjudices, sauf, comme ça a été le cas dans HAN. Sauf que, alors on me prend un peu pour un con dans cette histoire et ça m'énerve, ça m'amuse à moitié quand même. Bien, parce que la presse me prend pour un idiot et j'aime pas ça. J'ai demandé à la Commission européenne, j'ai fait une requête à la Commission européenne, j'ai une équipe, moi je ne suis pas tout seul, hein, mais ce qui est bien assez important, et on a une équipe derrière moi, avec des types un peu pointus par domaine, et j'ai mon spécialiste des produits pharmaceutiques, réglementation des produits pharmaceutiques, qui a fait une requête, un collaborateur, pour demander à la Commission européenne les contrats. Et si elle ne me les donne pas, j'irai devant le tribunal de première instance de l'Union européenne. Pourquoi j'ai demandé les contrats? Parce que je veux savoir ce qu'il y a dedans. Et notamment, je m'en fous de combien ils ont payé des vaccins, c'est leur problème. Ce qui m'intéresse, moi, c'est quelles sont les clauses d'exonération de responsabilité. Et comment elles fonctionnent. Alors la presse me prend pour un con, parce qu'elle me dit, mais enfin, l'avocat sait très bien que les clauses d'exonération de responsabilité sont illégales. Ce qui est parfaitement vrai. Puisque la directive sur les produits de santé, la directive en fait sur la responsabilité du produit défectueux,
interdit les clauses exonératoires de responsabilité. Mais d'abord, ça ne les a pas empêchés de le faire dans H1N1. Bon. Et 2, justement, ça m'intéresse quand même de vérifier si c'est dedans. Mais 3, certes, c'est interdit. Mais alors pourquoi la Commission européenne a fait un communiqué de presse au mois d'août pour venir évoquer le fait que les États membres prendraient à leur charge les effets secondaires? Pourquoi elle a fait ça? Ce qui m'intéresse aussi, c'est dans quelle proportion l'État membre prend à sa charge. Parce que c'est bien beau de dire que l'État membre prend à sa charge, mais l'État membre, c'est mes 45% de charge sociale quand même. Donc, à un moment donné, ça m'intéresse de voir. Et puis, il y a un dernier point quand même qui est intéressant. C'est que moi, je veux savoir si précisément ces clauses sont, est-ce qu'elles existent? Est-ce qu'on est allé jusqu'à mettre des clauses illégales dedans? C'est quand même un minimum de savoir. Et alors, si vous voulez, il faut bien avoir conscience que l'ONIAM a une autre problématique, et il faut bien le voir avec H1N1, c'est qu'on avait dit H1N1, vous savez qu'un des effets secondaires de H1N1 qui n'a pas été prévu, c'est la narcolepsie, pour le coup. C'est-à-dire que, je sais pas pourquoi, le Pandemrix, la narcolepsie et la catalepsie, jusqu'à 2 ans après, est lié à l'excipient, probablement lié au squalène. En tout cas, c'était et vous avez effectivement la narcolepsie. Et vous avez eu des cas. C'est intéressant cette histoire d'excipient, parce que dans des vaccins Pfizer-BioNTech actuellement, il y a 2 excipients qui sont des nanoparticules lipidiques, et il se trouve que justement dans la MM conditionnelle à la Commission européenne du médicament, il y a un point vraiment là où ils disent quelque chose qui nous titille sur ces excipients, parce qu'on les a jamais utilisés chez l'homme. Et bon, vous irez lire les Pfizer Leaks par ailleurs, mais ça pue. Et dans H1N1, l'ONIAM avait dit t'inquiète, moi je prends en charge. Sauf qu'on est quoi? H1N1 c'était 2009, on est 13 ans après, et quasiment aucune indemnisation qui est arrivée. La vérité, c'est qu'on le sait tous. On sait tous que l'ONIAM, finalement, indemnise de manière beaucoup plus compliquée, parce que c'est très compliqué, enfin bref, que quand c'est de responsabilité judiciaire des laboratoires. Quoi. Et donc, si vous voulez, faut se méfier avec ça. Les confrères qui défendent les victimes, je pense à un type brillant qui défend toutes les victimes de ces conneries, là, H1N1, Mediator, tout ça, qui est le même à chaque fois, vous dit on a un mal de chien à se faire indemniser. Ce qui ne m'étonne pas du tout. Moi, je l'avais dit, ça, en 2009. J'avais dit, moi, votre truc, là, ça ne va pas. Et donc, c'est ça, le truc. Et quant aux médecins, juste un dernier mot. Ils doivent se souvenir qu'en 2009, je les avais fait réquisitionner pour pas que ça soit leur responsabilité qui soit mise en cause. Que tous les abrutis qui voulaient être volontaires, je leur avais dit, mais surtout pas. Il faut que vous soyez réquisitionnés. Parce que si vous êtes réquisitionnés, pas de problème. Et l'État ne voulait pas réquisitionner. Ça a été une des grandes, je pense, dans une région en France, où je m'étais battu contre l'ARF, parce qu'elle ne voulait pas réquisitionner les médecins. Mais moi, je sais pourquoi elle ne voulait pas réquisitionner. Parce qu'il y a un transfert de responsabilité s'il réquisitionne. Vous voyez? Et donc, c'est ça l'idée. Sur la question des contrats, la transparence des contrats est la règle en droit de l'Union européenne. Et si on ne communique pas les contrats, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. Et je vous rappelle juste que ça, c'est pas un truc de complotiste. Il y en a un qui avait dit ça, c'est Axel Kahn. Axel Kahn avait dit au mois de décembre, et je l'ai tagué sur Twitter, j'avais dit, au mois de décembre, il avait dit, ce serait un scandale de ne pas avoir les contrats, la transparence est la règle, on ne peut pas effectivement accepter une vaccination sans transparence. Du coup, je l'ai tagué la semaine dernière, en disant, Axel Kahn a changé d'avis, il m'a dit non, pas du tout, la transparence est nécessaire. J'ai dit alors, on en est où? Il a dit, on a fait une pétition pour avoir les contrats. Ça n'a pas l'air de marcher. Du coup, moi, j'ai fait une requête. Voilà. Mais les contrats sont fondamentaux, en fait. Si vous voulez. Bien sûr qu'il faut avoir les contrats. Ouais, je rebondis sur cette histoire de pétition pour vous signaler que, à mon sens, c'est de l'énergie perdue. Mettez votre énergie à faire des requêtes juridiques avec des avocats, à aller travailler sur le droit et l'état de droit. En fait, les pétitions sont juste une façon d'inhiber complètement votre potentiel à transformer les choses. Et avec un dernier mot sur les requêtes, saisissez le juge, mais saisissez-le intelligemment, s'il vous plaît. Vraiment. Ne faites pas faire au juge quelque chose qui n'est pas son boulot. Ne lui faites pas faire de la politique. Ne faites pas ça. Je veux dire, n'allez pas lui demander d'être le juge de la gestion. C'est pas comme ça que ça se passe. Et moi, je vois la plainte pénale qui a été déposée contre les vaccins, là, en disant c'est une thérapie génique, machin, tout ça.
truc-là, c'est poubelle. Enfin, faut être honnête, c'est poubelle, quoi. C'est pas du droit, ça. C'est pas du droit, ça. Il y a d'autres moyens d'y arriver. Mais c'est pas du droit, ça. Je veux dire, attention à ça. Ne vous trompez pas d'interlocuteur. C'est un peu l'idée, quoi. Voilà. Mais il faut saisir massivement le juge pour la raison suivante. C'est que moi, ce que je veux, c'est que mon juge vienne se dire dans 1 an et demi, dans 2 ans, attends, je vais fixer un guide pour les 10 années qui viennent. Je vais dire comment il faut réagir et je vais le dire à froid. Et voilà. Voilà. Je vous propose qu'on conclue. Il est 23h47. C'est ça. C'est un bon entretien. Merci à vous, messieurs. Je vais présenter là rapidement le site Click un Requête qui permet de faire des requêtes en quelques clics littéralement et du coup des requêtes en référé au sujet des masques, au sujet des confinements, au sujet des fermetures administratives, etc. Donc c'est un site qui a été développé par 3 avocats, David Guillon, Clarisse Sand et Frédéric Niel, et c'est gratuit. Vous avez juste c'est bien fait, qui est vachement bien foutu. Voilà, nous on va sortir une vidéo avec David, justement, on ouvre cette boîte à outils, quoi. Donc c'est les requêtes administratives, hein, d'abord en référé à liberté, puis en abus de pouvoir au Conseil d'État. Et après, il reste le champ civil, le champ pénal, etc. Mais ça c'est une autre chose. Et effectivement, comme l'a dit Maître Divisio, moi je connais rien en droit, mais j'ai l'impression que pour le champ pénal, il faut que ce soit très très balisé et très très bien fait pour le juge, parce que sinon ça tombe en fait. C'est nul et non avenu. Donc il faut l'amener là où il doit aller et qui est un problème de droit et pas un problème de politique. Voilà. Je peux dire un petit mot pour conclure. Je suis médecin, je peux vous faire une prescription. Éteignez la télé, éteignez votre téléphone portable, sauf pour appeler les gens que vous aimez. Et n'ayez pas confiance dans l'interprétation algorithmique du big data qui vous dit mieux que vous ce qu'est cette épidémie. La réalité, c'est que dehors, il n'y a pas des tombereaux de morts, il n'y a pas des charroirs remplis de cadavres qu'on brûle en place publique et en place de grève. La réalité, c'est qu'on a une société en souffrance, où on a détruit le lien, où on met derrière des écrans pour réussir à se parler. Et c'est ça le problème. C'est le virus et la maladie, c'est le problème des médecins, des soignants. C'est pas votre problème en fait. Donc on ne doit pas vous faire porter la responsabilité d'être malade. C'est pas vrai. C'est à nous de gérer ça. C'est pas à vous. Et puis retoucher du réel des doigts, aller toucher des arbres, des chevaux, des choses qui sont réelles en fait et vivantes pour reprendre justement une emprise sur le réel. Puis ça, c'est les éthiques de la permaculture, mais pour moi, elles sont justes dans cette histoire. C'est prenez soin de vous d'abord. Mettez-vous en santé, en fait. S'il y a une 3e épidémie qui arrive, une 4e, une 5e, un confinement, mettez-vous en santé, en fait. En santé mentale, en santé nutritionnelle, en santé affective. Mettez-vous en sécurité. Donc, mangez comme il faut. Rechargez-vous en vitamines si c'est intéressant. On a parlé de la vitamine C, de la vitamine D, du zinc, c'est des compléments alimentaires. Faites-le. Vous n'avez même pas besoin d'un médecin pour faire ça. Et mettez-vous dans la joie et l'humour, en fait. Essayez de le prendre avec de l'humour. Parce que c'est une vraie force, l'humour, pour convaincre les autres. Essayez pas de convaincre les autres. Prenez-en soin, en fait, de ceux qui vont pas bien derrière leur masque. Prenez-en soin. Ils ont vraiment besoin qu'on prenne soin d'eux. Ils ont encore plus peur que vous. Donc, prenez soin de vous. Prenez soin des autres, ceux que vous aimez, puis ceux que vous aimez pas. Surtout ceux-là, peut-être. Puis prenez soin du monde autour, de la nature, de la beauté, de l'art, de la culture, de la spiritualité, du mystique. Et puis partagez vos récoltes, partagez vos pépites, partagez ce que vous avez compris. Donc mettez-vous en lien et partagez, comme on a essayé de le faire ce soir. Et moi j'ai un dernier mot aussi, donc prolongement, qui va dans ce sens-là. Au fond, on découvre un truc dans cette épidémie, c'est que les personnes fragiles, finalement, elles ont besoin de se protéger, quoi, aussi. C'est-à-dire, n'attendez pas quand vous êtes fragile, vous êtes malade, vous n'êtes pas bien, vous avez des maladies graves parfois. N'attendez pas qu'on vous donne n'attendez pas de l'État qui vous donne des injonctions de protection. Vous savez ce que vous avez à faire. C'est-à-dire que moi j'ai des voisins là qui sont âgés, qui sont malades, et c'est des gens charmants qui savent ce qu'ils ont à faire, qui savent effectivement que pour eux il y a un risque quand même, et qui donc vont faire en sorte de se protéger. Ça ne veut pas dire s'enfermer d'ailleurs, mais ça veut dire faire attention. Qui vont choisir d'aller au centre commercial là où il y a le moins de monde possible. Qui vont choisir de se faire livrer plutôt que, qui vont choisir des balades plutôt dans la nature plutôt que en place publique, qui vont adapter finalement leur comportement. Mais comme ils l'ont adapté, c'est ce qu'ils m'ont dit. Mais finalement, pour nous, on l'adapte chaque hiver, en fait. Et donc, c'est important cette idée de se connaître aussi. Et un dernier mot, si vous voulez. Moi, j'ai découvert un truc là, cette semaine pour l'anecdote, mais bon, bref.
J'ai découvert un client qui a ouvert un centre de prévention de la longévité. Prévention de la longévité, c'est assez marrant ce truc. Bon, c'est de l'arnaque, mais c'est de l'arnaque chère. Moi, ça m'avantage, c'est un client, je ne paye pas. Mais c'est assez bien foutu son truc, parce qu'en fait, il vous explique un truc qui est assez marrant. C'est qu'au fond, par tout un tas de machines assez compliquées, il vous permet de voir que, c'est ce que disait Louis Fouché, que parfois, finalement, quand on est en bonne santé, c'est pas mal de la préserver aussi. Et que donc manger sainement, se recharger en vitamines, machin, tout ça, c'est pas si mal. Et enfin, donc c'est-à-dire que, mais ça, c'est pas besoin d'être médecin pour le savoir, quoi. C'est-à-dire que faire attention à qui on est. Et enfin, dernier mot, c'est une parole de l'évangile. Voilà. La phrase qui revient le plus dans l'évangile, il y en a deux. N'ayez pas peur et ne craignez pas. C'est assez fascinant. N'ayez pas peur. Bien. Qui était le grand moment de Jean-Paul II. C'est ça. Jean-Paul II qui s'adresse. Jean-Paul II, c'est ce pontificat qui commence sur ce mot « n'ayez pas peur ». Je me souviens de ce mot « spalancate ». Ouvrez grand. Spalancate, c'est plus qu'ouvrez grand. C'est vraiment « ouvrez grand ». Et je crois que c'est vraiment le maître mot. Ouvrons-nous. On est fermé, on est confiné, on est enfermé depuis 9 mois. Compensons cette fermeture qu'on nous impose par une ouverture à l'autre, une ouverture aux autres. Et vous imaginez pas, les autres ont besoin qu'on s'ouvre à eux et ils ont besoin de venir à nous. Moi, je passe mes journées à répondre au téléphone à des gens qui ont juste envie de parler, quoi, qui n'ont pas besoin de conseils juridiques. J'ai rien à leur offrir sur le plan juridique, mais qui ont besoin de s'ouvrir parce qu'ils n'ont plus personne à qui parler et que cet enfermement leur fait mal, quoi. Leur fait du mal. Et donc voilà, ouvrez grand. Voilà. Messieurs, que de sagesse, je vous remercie du fond du cœur. Je pense qu'il y a au moins 2500 personnes là qui se joignent à moi pour vous remercier. Et il y en aura bien plus au fil des prochains jours quand ils verront le replay. Donc un immense merci à vous deux de votre générosité, de votre talent, de votre humanité et avant tout de votre détermination à ne rien lâcher pour que nos droits soient respectés et que nos vies soient perdurent afin que nous puissions demeurer tous unis au sein de ce qui nous rassemble, cette humanité qu'on a en commun et qui fait que nous sommes des êtres humains dignes et libres. Je vous remercie, messieurs. Je vous dis à très bientôt, je l'espère. Merci, Merci Fabrice, merci Essam. À bientôt. À bientôt.